Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce énième enregistrement, c'est que nous voyons bien que la psychanalyse n'est pas un tout. La psychanalyse est une pratique qui s'enrichit de, de l'expérience et non pas de l'explication. Autrement dit, nous avons un peu un affrontement entre à gauche un requin et à droite Jacques Lacan, une confrontation entre l'explication, qui est le requin, et l'expérience, qui est Jacques Lacan. Alors évidemment, dit ainsi, ça paraît très schématique. Ben, je vais m'expliquer très bien, très vite. Vous connaissiez une émission qui s'appelait Le Dessous des cartes et qui présentait les choses assez synthétiquement. Là, il s'agit de présenter un peu différemment que dans Le Dessous des cartes, mais disons, j'espère avec une efficacité un peu commune. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que qu'est-ce que c'est que ce requin dont je dis que c'est l'explicatif? D'abord, quand je dis le requin, j'attribue une connotation agressive, péjorative, imaginaire à la dimension explicative. Quand j'attribue à Jacques Lacan la dimension de l'expérience, j'attribue une personnification de l'expérience en Jacques Lacan. Alors évidemment, dit ainsi, c'est biaisé. C'est une maquette, c'est une construction, tout comme vous le voyez dans cette composition que je vous mets sous les yeux. En fait, ce qui se passe, c'est que savons-nous de l'explicatif et que savons-nous de l'empirisme, de l'expérience? C'est assez simple. Euh, Revenons à la dimension épistémologique, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à l'histoire et la philosophie des sciences. D'abord, il faut savoir que la psychanalyse n'est pas une science. D'accord? Elle n'a jamais été une science, elle ne sera jamais une science, c'est encore qu'elle existe à l'avenir, mais voilà. Par contre, ce que disent les neuroscientifiques, c'est que ils sont pour eux scientifiques. C'est une discipline scientifique. Les neurosciences appartiennent à la science. Donc au discours de la science. Le discours de la science, c'est un concept de Jacques Lacan. Mais pour en sortir de ce concept de Jacques Lacan, nous dirons que c'est simplement la science. Ça fait partie de la science. Voilà. Alors, ce que nous dit aussi Dominique Pestre au Centre Alexandre Coiré de l'HESS, c'est qu'en 2006, la science n'existe pas. Il y a tellement d'asymétrie, tellement euh, comment dire, de rugosité dans les contacts qui se meuvent, qui se retrouvent dans le champ de l'histoire de la philosophie des sciences, que toutes ces grammaires de toutes ces sciences diverses et variées ne peuvent effectivement former un tout. Donc la science n'existe pas. Autrement dit, effectivement, tout ceci nous amène à dire qu'il faut être très prudent quand on parle de science, parce que nous avons vite fait de parler de science ou vite fait de parler de pseudosciences. Il y a entre les deux, entre les pseudosciences et les sciences humaines et sociales. La psychanalyse est pour moi une science humaine et sociale, et les neurosciences et tout ce que cela regroupe contribuent à, je dirais, pénétrer la société en ce sens que dans les normes qu'elles acquièrent, c'est bien parce qu'elles se disent scientifiques. Autrement dit, la norme institutionnelle eh bien, encadre les sciences parce qu'elles se disent sciences, parce qu'elles sont décriées comme sciences. Et retenons ce que j'ai dit au début de l'exposé, ce sont des sciences de l'explicatif. Et donc, pour ce qui concerne l'empirisme et l'expérience, c'est-à-dire le fruit de la rencontre entre un analyste et un patient, le fruit de cette interaction subtile, cette alchimie subtile, de cette temporalité subtile, de cette maïeutique subtile, de ce ressenti subtil,
Ça par contre, effectivement, c'est déjà un peu plus compliqué. Parce qu'effectivement, ça demande tout simplement des moyens humains. Alors qu'en est-il de nos jours, vraiment à la lumière de nos jours, de cette affaire? Eh bien, l'économie ne va pas dans le même sens qu'une analyse sans fin ou avec fin, comme pourrait le dire Freud. Parce que, tout simplement, cela coûte de l'argent. Tout simplement. Chaque séance coûte de l'argent. Vous n'êtes pas forcément remboursé, et donc ça fait des sommes assez astronomiques au bout de 10 ans, par exemple. Ainsi donc, euh, l'investissement monétaire est en dehors du temps économique de notre époque, et l'investissement qui implique notre subjectivité, qui implique nos ressentis, qui implique une interaction à deux, eh bien, euh, on pourrait dire petit p pour qualifier la personne, eh petit p fois petit p, ça fait p au carré. On pourrait dire p plus p, ça fait 2p. Enfin, comme vous voulez, vous pouvez l'articuler comme vous voulez. Par un plus ou par un multiplié, comme vous voulez. De toute façon, ces deux personnes, pour que ça fonctionne, cette alchimie, comme je l'ai dit, subtile, évidemment, eh bien, ça mobilise, comme je viens de le dire, des moyens humains. Ça mobilise notre personne aussi. Donc, cette rencontre subtile, eh bien, elle réclame, si je puis dire, une honnêteté vis-à-vis de soi-même, une honnêteté du thérapeute lui-même, de l'analyste lui-même, et tout ça, bah, c'est pas toujours au point, faut bien le dire. Les analystes sont pas toujours au point, et pour ne pas dire manquants ou lacunaires, et très bancal et très haut perché, si je puis me permettre, pour certains assez frappé, si je puis dire. Et puis de l'autre côté, du patient, l'analyste, il est tellement écrasé par la pression de son travail, par la pression de, que sais-je, de ses responsabilités diverses et variées sociales, socio-professionnelles, que tout ça, pour le réunir, eh bien, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et effectivement, nous n'aurons jamais que statistiquement, très difficilement, une éthique. Une éthique dans la pratique. Voilà. Donc l'éthique dans la pratique, dans notre époque pressurisée, est très compliquée. Sur le plan qualitatif, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, sur le plan de la rencontre, et ça, évidemment, c'est très compliqué. Je parle de la rencontre entre l'analyste et le patient, ou entre le thérapeute et le patient. Eh bien, vous voyez que sur ces deux étages, aussi bien sur le plan de la rencontre humaine, si je puis dire, et sur le plan de l'investissement financier, si je puis dire, eh bien, vous voyez que sur ces deux étages, il y a quand même un peu un blême, un problème, si vous voulez. Donc, euh, notre époque, c'est le fruit même de ce qui fait qu'il y a une pluie diluvienne, sans fin, péjorative, qui tombe sur la pauvre psychanalyse, qui en était depuis très peu de temps, c'est-à-dire que c'est une science humaine très récente, la psychanalyse depuis Freud, qui en était que là depuis, je ne sais pas moi, depuis environ à peine 100 ans, si vous voulez, à peine à peu près un siècle. Donc, elle est jeune, elle commence, et puis aussitôt, bah, on la bride, on lui dit que ça va pas, etc. Elle est attaquée, il y a des livres noirs, il y a des neuroscientifiques, des psychiatres neuroscientifiques, même des éducateurs qui sont TCC, c'est-à-dire thérapie comportementale cognitive, des éducateurs comme ça. Bon, moi, je ne connaissais pas, j'ai jamais vu ça quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais adolescent. On n'entendait pas parler, Internet ne fonctionnait pas, et puis les réseaux sociaux occasionnent une caisse de résonance sans pareil. Ainsi donc, par les réseaux sociaux, eh bien, euh, j'allais dire que la cohorte de, de détracteurs, évidemment, peut être, comment dirais-je, euh, poussé, soufflé par un vent. Et donc, tout ceci fait mention du fait que bien Internet joue un rôle qui est un rôle d'amplification, mais qui est aussi un rôle de confusion totale. Donc, il y a des gens qui détraquent tellement la psychanalyse qu'ils la considèrent au niveau
de son début, de ses pionniers, si je puis dire, qui la considèrent comme un résidu, comme un déchet. Et puis, il y a ceux, les fervents défenseurs de la psychanalyse, comme l'école de la cause freudienne, euh, qui ne vont jamais politiser quoi que ce soit de la psychanalyse, jamais en aucun cas, mais qui vont revenir au contenu euh, éthique et au contenu professionnel et au contenu théorique, au contenu historique des développements de ces pionniers qui est dans la psychanalyse. Ainsi donc, pour s'y retrouver dans cette géo-épistémologie, si je puis me permettre, il est difficile de se positionner quand soi-même nous n'avons pas fait l'expérience de l'une ou de l'autre. C'est-à-dire de l'un, on pourrait dire, euh, d'un neuroscientifique ou d'un neuropsychologue, on va parler comme ça, d'un neuropsychologue, et de l'autre mettons, d'un psychiatre psychanalyste. On voit bien que dans la série sur Arte En thérapie, il s'agit d'un psychiatre psychanalyste. On voit bien qu'il fait référence, en de nombreuses occurrences, à Freud moins que Lacan. Mais il a fait référence, le docteur Dayan, à Lacan. Ce docteur imaginaire, le docteur Dayan, qui suit bien après le docteur House, que nous connaissions si bien à l'époque, maintenant, cela prend une dimension intéressante. On voit bien que, effectivement, il y a quand même une jubilation dans la culture, dans l'imaginaire collectif, narcissiquement, autour de la figure d'un psychanalyste idéal. On pourrait dire aussi que le docteur Dayan, c'est un peu comme un pisteur avec un chien, une sorte de conducteur cynophile qui vient enquêter sur les troubles, les conflits et les contradictions internes à ses patients. Pour en revenir à notre exposé, ce que je puis dire, c'est qu'effectivement, dans cette image que vous voyez ci-dessous, on voit un requin et le docteur Jacques Lacan, psychiatre de formation, et ensuite qui est devenu psychanalyste par ses développements. Et ainsi, on voit que eh bien, ce requin, il est impersonnel. Ses yeux sont froids, il n'a pas de regard. Finalement, c'est pour moi ce qui se rapporte à la statistique. Ce requin incarne la statistique. Tandis que Lacan, effectivement, on le voit à droite, un regard abattu. Il est lassé. Alors, il ne se regarde pas l'un face de l'autre, bien qu'on aurait tendance à penser que le requin regarde plus Lacan que Lacan regarde le requin. Mais en fait, cette statistique qui est incarnée et qui est, entre guillemets, personnifiée par ce requin, si je puis dire, même s'il s'agit d'animaux, d'un animal, eh bien, cette statistique, elle regarde dans tous les sens. Elle regarde partout. C'est le monde, non pas du regard exactement, mais de l'œil électronique. Cet œil qui s'infère partout, qui s'ingère partout, qui, voilà, qui est à tous les coins de rue, qui est partout. Voilà. Je crois que cet œil-là représente ce qui est en croisement avec les neuropsychologues, si je puis les appeler ainsi. C'est-à-dire que finalement, leurs avancées argumentaires vont se bâtir sur des données statistiques, c'est-à-dire le big data. On peut connaître aussi ça par l'open data. Et les métiers qui sont en connivence comme data analyst, c'est-à-dire des professionnels, techniciens qui font de la fouille de données pour des objectifs de marketing, pour des objectifs commerciaux, pour des objectifs de connaissance sur la consommation de telle population, sur les attributs et les caractéristiques de santé de telle population, etc. Nous avons toutes sortes d'attributs possibles dans ce métier de data analyst. Autrement dit, eh bien, on peut considérer que les statistiques dans notre société sont très importantes. Elles fondent le discours néo-féministe. Et à raison d'ailleurs, car effectivement, il est vrai que ces statistiques nous donnent un regard sur la société qui est très pertinent. Mais lorsqu'il s'agit précisément de se mettre en suppléance, c'est-à-dire de suppléer à la psychanalyse qui était là jadis avant ce déploiement de ces nouveaux métiers de neuropsychologue, on peut considérer qu'il y a là une ambition un peu farouche, un peu étrange. Au sens où, comment voulez-vous que les statistiques aient affaire avec la subjectivité de chacun?
Je ne vois pas comment les thérapies comportementales cognitives, qui sont maintenant attribuées à tant de thérapeutes, des psychiatres, des psychologues et des éducateurs, je ne vois pas comment, si vous voulez, elles peuvent entrer, je dirais fermement, entrer dans la dimension de l'inconscient. Je ne vois pas comment une explication technostatistique a-t-elle à faire avec notre inconscient. Notre inconscient, c'est simplement ce qui nous a traumatisés. Tant de choses nous traumatisaient, et nous a traumatisés dans toute l'histoire, en permanence. L'histoire n'est faite que de guerres, de conflits, de violences, de choses sacrées, de choses belles, de choses absolument prodigieuses en même temps, mais effectivement, on voit bien que la castration fait partie de l'histoire et constitue même par là l'histoire. L'enfance n'existait pas. Dans les tableaux de Bruegel autour du chaudron, on voit bien que l'enfant est enchaîné dans une entreprise et que donc ainsi la castration était inimaginable pour l'époque du Moyen-Âge par exemple, parce qu'on voit les tableaux comme je l'ai dit, de Bruegel par exemple, sur le chaudron. Ainsi, ce que l'on peut dire, c'est que, effectivement, la psychanalyse n'a fait poser le doigt, en tant que discipline très jeune, d'un siècle environ, sur quelque chose qui existait déjà depuis très 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 longtemps, c'est-à-dire la castration, évidemment le traumatisme. Et on voit bien que ce traumatisme, dès lors qu'il n'est pas entendu, dès lors qu'il est intériorisé à ce moment-là, eh bien, il dort, il sommeille en nous. Donc sans aller plus loin sur cette vidéo, je vous laisse ensuite vous renseigner, prendre des documents divers et variés sur Internet pour vous faire une raison, mais attention, raison gardée, somme toute, je le dis pour vous, euh, donc que chacun garde son gouvernail, hein, parce que, au fond, chacun trouvera ce qui lui correspond, que ce soit dans des ouvrages, dans de la littérature, dans différentes littératures en papier, ou sur Internet. Mais attention, il faut bien comprendre les courants, les oppositions, les jeux de rivalité, les jeux de guerre, si je puis me permettre, qui existent dans ces différents courants. Enfin, pour conclure sur cette vidéo, ce que je puis dire, si vous voulez, c'est que il y a la question, effectivement, comme j'ai dit, de mon hypothèse, qui n'est qu'une hypothèse, bien entendu, et qui n'est que propre à mon approche, et en croisement avec l'histoire et la philosophie des sciences, si je puis me permettre, c'est que, effectivement, les statistiques n'ont jamais été aussi présentes de nos jours, n'ont jamais été aussi informatisées, et ce que l'on peut dire, c'est que les neurosciences cherchent toujours l'explicatif. Autrement dit, elles cherchent une vérité. C'est bien là ce que pose Lacan comme problème, c'est-à-dire que la conquête de la vérité, c'est la conquête de toute la vérité. Or, Lacan, euh, décline un concept extrêmement important, c'est qu'il dit pas toute la vérité. Pas toute la vérité. Et c'est fondamental, fondamental, puisque à ce moment-là, si c'est toute la vérité, il n'y aurait plus de sciences humaines et sociales, il n'y aurait que des sciences qui seraient en boucle sur elles-mêmes, et ce serait l'horreur, car effectivement, les secrets, les mystères, je veux dire, la subjectivité des humains seraient percés à jour et seraient étalés sur un tableau, comme si on pouvait voir dans la toile ou dans le dessin d'un artiste tout ce qui constitue ces pensées. Vous voyez que ce serait une désubjectivation, donc une déshumanisation. Donc si c'est une déshumanisation, c'est forcément une aliénation. On peut considérer que c'est donc un grand léviathan qui émergerait dans la société, qui s'installerait dans la société comme un discours paranoïaque, très bien organisé dans le lien social. Ainsi, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, si la vérité n'est pas toute, c'est qu'il y a une place pour les sciences humaines. Et d'une certaine façon, cette vérité qui n'est pas toute, elle est à travailler, elle est dans un chemin, dans un cheminement, dans une jachère, dans un travail de la terre, et c'est bien là l'intérêt même de l'expérience dans une vie qui est là. C'est-à-dire que c'est le fait même de chercher, c'est cette posture-là de l'analysant par rapport à l'analyste ou du patient par rapport au thérapeute, c'est cette posture-là qui est intéressante, c'est le fait que le patient se rend actif de sa propre démarche pour mieux se connaître, ou en tout cas identifier, enfin en tout cas cerner, je veux dire, par rapport à ses effets névrotiques, ce qu'il en est de ses causes, de ses traumatismes, en tout cas d'aller dans cette quête de la maïeutique, c'est là effectivement qu'il est intéressant d'y trouver une éthique. C'est dans le fait de chercher, c'est-à-dire de se rendre actif
Ça, c'est très important. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Il est 16 Et heures. voilà, il est bien 16 heures, donc il faut à ce moment-là que j'aille un peu me reposer, pourquoi pas, simplement me regarder un très beau film. Pourquoi pas un très très beau film, comme par exemple, eh bien, Hôtel du Nord, j'en sais rien. Bon, à bientôt, au revoir, merci.